Et on est toujours dans le son des assos, hein, vous l'avez entendu de la bouche des Whipper Circus, c'est pas moi qui le dis. Et évidemment, si ça passe à la télé, il y a la radio et que c'est dit, c'est que ça doit être vrai. Donc les Whipper Circus, le son des associations, nous sommes à notre deuxième émission. Nous sommes toujours chez Radio Arc-en-Ciel qui est notre partenaire et qui nous accueille. Je suis toujours avec Simon de Zéro Déchet, Caroline Ducardec, Stéphanie non pas des grandes cantines comme l'a été dit par Simon, mais des petites cantines, et Amandine, excuse-moi, de Copaline. Ça rime en in, faut pas que je l'oublie. Et Copalim, alors, Copalim, voilà, Copalim. Tout à fait. Et pour ceux qui nous écoutent depuis le début, vous savez, j'ai des pouvoirs magiques, et là, en fait, normalement, vous devriez voir, et en tout cas, vous allez entendre quelqu'un qui vient d'apparaître à côté de moi. Il s'agit tout simplement de Fabienne, qui est à la fois la directrice et la conseillère juridique de la Maison des Associations. Et donc, Fabienne, que je viens de faire apparaître, comment tu vas ? Je vais très bien, bonsoir tout le monde. Et donc Fabienne qui est là, puisque nous sommes dans notre dernière partie, qui est la partie témoignage, et puisqu'on va vous poser une petite question, et Fabienne interviendra après pour partager aussi son expérience, mais tout simplement, comment sont financées les activités de votre association ? Donc pour ceux qui nous écoutent, nous avons donc une dernière partie qui est plus orientée pour les associations, pour vous donner des petits conseils. Et donc, je ne sais pas si l'une ou l'un d'entre vous veut commencer à partager sur la partie finance de vos associations, ou peut-être d'un projet de votre association. Je vois que tout le monde est en train d'écrire et en train de se demander « Oh là là mais comment est financée mon association ? Je ne suis pas le trésorier de l'association. Comment puis-je répondre ?» Enfin, je pense que toi, Simon, tu peux répondre, vu que tu es un des cofondateurs de Zéro Déchet. Et cette question, tu la maîtrises. Oui, un peu. Mais c'est vrai que gérer une trésorerie, c'est pas simple. Et plus on avance, plus on a un projet gros, plus c'est compliqué. Donc je voudrais remercier notre trésorière qui travaille bénévolement et gère toute la trésorerie de l'association. Et c'est un boulot immense. Et sinon, sur les sources de financement, au-delà de comment on est financé, il y a vraiment la question par quoi on veut être financé et comment on peut garder une indépendance avec les financeurs. Et il n'y a pas de réponse miracle. Nous, on essaye au maximum, c'est de diversifier nos financeurs, d'avoir des financeurs avec lesquels on est à l'aise, et pour pas tomber dans un modèle où on est 100% par exemple dépendant de la métropole ou d'une mairie ou d'une entreprise ou d'un sponsor. Donc le but, c'est de diversifier et de faire des choix. Voilà, par exemple, nous sur le sport, on est en train de voir avec des mutuelles s'ils veulent pas compléter le financement de l'Eurométropole ou d'une mairie. Il peut y avoir des cofinancements aussi, c'est assez intéressant parce que ça permet que le projet ne repose pas sur un unique financeur. Et après, on va pas se cacher, pour la pérennité d'une association, avoir un financement pérenne. Alors, c'est pas toujours possible malheureusement, mais plus on a un financement pérenne, c'est vrai, plus on a les reins solides pour, en ce moment, on vit le Covid, par exemple, pour être stable, on va dire, dans la structure. Donc, il y a vraiment un enjeu de stabilité et aussi de faire grandir l'association. Nous, on a vu que grâce, par exemple, maintenant, on est 2 salariés dans l'association. Il y a des projets qu'on ne pouvait pas faire en format 100% bénévole. Après, il y a un autre aspect du salariat, c'est de ne pas se normaliser avec que du salariat. Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour nous. Mais il y a vraiment l'enjeu pour nous d'essayer de trouver les financeurs, et surtout pour financer quoi. C'est-à-dire nous, avant, on était un peu amateurs, et du coup on se disait ah tiens, il y a tel appel à projet, qu'est-ce qu'on pourrait présenter pour répondre à cet appel à projet. Maintenant, il y a vraiment la notion de on a un projet et on va essayer de trouver des financeurs pour le projet parce qu'on croit en notre projet. Ce qui est un peu différent, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et on commence tout juste, nous, à comprendre certains mécanismes de financement ou certaines choses qui peuvent se faire. Vraiment, c'est très compliqué et ça demande vraiment de l'expérience, en fait, de trouver des financements. Et après, pour terminer là-dessus, on se finance, donc on a des subventions, une partie, qui est sur des projets, donc pas de subventions de ce qu'on appelle de fonctionnement, hein. Et on fait aussi des interventions qui sont du coup payées par les structures. Et on considère que certaines structures peuvent plus nous rémunérer. Et ça va nous permettre notamment de peut-être faire parfois même à titre gracieux d'autres interventions pour des structures qui n'ont pas d'argent, quoi. Donc voilà, nous c'est un peu ce qu'on fait. Donc c'est un peu vaste, mais je pense que j'ai un peu brossé grossièrement les financements.
Tu as bien brossé et non peint. Et Stéphanie, dans les petites cantines, vu que vous êtes implantée depuis 1 an à Strasbourg, comment ça s'est passé pour vous pour le financement? Pour nous, on a eu des partenaires et on a toujours des partenaires publics et privés qui nous ont aidés pour l'investissement, donc tout ce qui est travaux et équipements. Et on est autonome sur le fonctionnement et on explique bien à nos convives lorsqu'ils viennent partager le repas que la contribution libre et consciente euh, est très importante puisque chacun est responsable de la pérennité du projet. Donc on est transparent. Lorsque quelqu'un vient manger aux petites cantines, tout le monde a les coûts. Donc, il y a les coûts de structure, les coûts de matières premières. Donc, on sait que pour un repas, le prix d'équilibre est à 12 euros. Et après, libre à chacun de donner ce qu'il veut et ce qu'il peut, tout en ayant ces chiffres-là en tête. Ok, super. Et à Copalim, je sais que vous avez peut-être un système un peu particulier pour le fonctionnement de votre association. Nous, l'objectif à terme, c'est d'être entièrement autonome, puisque comme on fait de la vente, on a quand même une petite marge de fonctionnement. Donc aujourd'hui, elle ne couvre pas complètement nos frais, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait... les bénévoles faisaient la plupart des tâches. On a quand même 2 salariés et puis on a aussi un local à payer. Donc on a la chance de bénéficier d'une subvention de l'Eurométropole en ce moment. Mais évidemment, l'objectif, c'est en fait d'avoir plus d'adhérents pour pouvoir avoir plus de personnes disponibles pour assurer des créneaux de vente, pour ouvrir plus, pour vendre plus. Et pour qu'ensuite, on puisse être vraiment à la maison entre nous, quoi. Voilà. Ok. Et Caroline, avec le centre socioculturel de la Cruteno, donc c'est un centre socioculturel, c'est un peu spécifique, mais pour vous, comment ça se passe? Au-delà des partenaires et des institutions comme la ville de Strasbourg ou la CAF, la Caisse d'allocation familiale, avant tout, on est une association avec des adhérents. Donc, c'est beaucoup les adhérents et les familles et les adultes qui participent au fonctionnement de l'association. Ok. Écoute, je vous remercie pour vos partages. Et donc, Fabienne, qui est assise juste à ma droite, donc directrice de la Maison des associations et conseillère juridique. Écoute, Fabienne, après les témoignages de nos invités, qu'est-ce que tu peux partager à nos auditeurs? Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que Simon a brossé un panel de sources de financement assez complet. C'est extrêmement difficile de trouver l'équilibre et de travailler le modèle économique d'une association. Alors, j'emploie des termes d'entreprise pour une association, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. En fait, il s'agit, comme il a été dit, que l'association soit le plus possible autonome et indépendante. C'est pas forcément la même chose. Et c'est pas forcément facile parce que souvent les associations sont sur des créneaux d'innovation sociale, qui sont celles qui ne vont pas ramener de l'argent. On n'est pas dans une entreprise où c'est la rentabilité qui est l'objectif numéro 1. Donc forcément, il faut faire un mix à la fois des entrées d'argent par les cotisations, les adhérents. Il a été beaucoup question d'adhérents et d'augmenter le nombre d'adhérents. Et c'est vrai que les cotisations, du coup, suivent, mais c'est pas ça qui rend riche une association. Il a été question aussi de vente, de services et de produits. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais ça suffit pas. Et en plus, ça risque peut-être d'avoir une influence sur le régime fiscal de l'association qui, au départ, est exonéré des impôts commerciaux, impôts sur les sociétés, et donc exonéré de la contribution économique territoriale et ne doit pas être assujetti à TVA, sauf pour certaines activités. Donc si on augmente les activités de vente de produits et de services, forcément, le régime fiscal risque d'évoluer. Et puis après, il y a évidemment les subventions, mais vous savez comme moi que les subventions, elles diminuent, même si pour Strasbourg et l'Eurométropole, on est quand même relativement gâtés, puisque à euro constant, le montant reste le même, mais il y a de plus en plus de projets et de projets associatifs, donc forcément, à un moment donné, la collectivité, les collectivités, parce qu'il n'y a pas que la ville de Strasbourg, il y a aussi le département et la région, doivent faire des choix. Et ça, c'est pas forcément facile. Et après, il y a tout un aspect dont vous n'avez pas parlé, dans lequel se lancent les associations,
qui est les dons et le financement participatif. Et souvent, les associations de solidarité internationale travaillent beaucoup sur ces plateformes, il en existe beaucoup, sur ces plateformes de financement participatif. Donc ça peut être un complément, et c'est d'ailleurs qu'un complément, on ne peut pas vivre uniquement de financement participatif, et en plus c'est un peu compliqué de le mettre en route. Mais c'est un complément non négligeable et une diversification intéressante. Et puis après, il y a le mécénat. Alors, je viens de parler de dons. Il y a les dons des particuliers, évidemment. Il y a des associations qui vont collecter des dons parce qu'elles sont dans des domaines assez importants. On a vu avec le confinement que toutes les associations qui sont venues en aide avec les personnes, les familles qui n'avaient plus accès aux cantines, les étudiants où le Crous était fermé, etc., n'avaient plus accès. Je pense en particulier à une association que vous connaissez très bien sans doute, c'est l'Étage, qui a fait des repas, qui a fait des centaines de repas par jour et qui a pu fonctionner grâce à des dons, que ce soit des dons en argent ou des dons en nature. Comme vous faites, vous récupérez les légumes, les aliments à gauche et à droite, ce sont des dons en nature, effectivement. Et puis après, il y a le mécénat d'entreprise, c'est-à-dire que les entreprises sont donatrices et vont faire des dons, soit en nature, soit en matériel, soit en argent. Mais plus que faire des dons, à un moment donné, il faut travailler, il faut réfléchir à une relation donnant-donnant, gagnant-gagnant, et de voir dans quelle mesure les valeurs défendues par l'association et les valeurs défendues par l'entreprise, ou faire sortir les valeurs de l'entreprise pour voir si ça correspond et si ça matche avec les valeurs de l'association. Et du coup, le mécénat peut aller très très loin et peut aller même jusqu'à un mécénat de compétences. On en connaît quelques-uns, quelques grosses boîtes qui font du mécénat de compétences. La SNCF en fait, la Poste en fait. Mais de plus en plus de petites entreprises mettent à disposition. Alors, c'est une manière de faire passer les personnes qui sont en phase de pré-retraite, je dirais, de leur phase d'activité professionnelle à leur retraite, en mettant à disposition ces personnes-là pour les compétences qu'elles ont. Et c'est souvent dans le domaine soit de la comptabilité, de l'administration, de la communication. C'est toutes ces tâches de gestion administrative qui sont souvent celles dont ont besoin les associations et qu'elles n'ont pas forcément possibilité d'embaucher des personnes. Donc le mécénat de compétences est quelque chose de très important et qui permet à l'association de ne pas sortir d'argent, mais de bénéficier justement d'un enrichissement de ce côté-là. Alors je vois que Simon a peut-être une question ou quelque chose à compléter, Simon. Non, je voudrais juste pas rendre hommage, mais une pensée quand même pour pas mal d'associations. Nous, on est sur des thématiques qui intéressent dans la société. L'alimentation, ça intéresse. Le sport, ça intéresse. L'environnement, ça intéresse. Mais il y a par exemple la question des associations de protection des migrants, des sujets comme ça qui sont moins portés par la population et du coup qui sont moins portés aussi par les financeurs. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les financeurs, souvent, s'intéressent à des choses qui vont intéresser ensuite la population pour avoir leur image associée à ces associations-là. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, il y a aussi des associations qui sont sur des créneaux tellement précis qu'ils ont du mal à intéresser les financeurs et même les subventionneurs, entre guillemets. Et donc, d'avoir une pensée quand même pour ces associations qui souvent font un travail très important et qui sont pas du tout qui sont en difficulté en fait, qui sont en difficulté de financement. Et parfois, il y a aussi le risque pour ces associations-là de se voir couper même des financements. Et donc, moi, je veux quand même avoir une pensée. Pour nous, ça va pas trop mal. Mais j'ai une pensée pour tous ceux où c'est compliqué parce que c'est des sujets parfois très politiques aussi et qui sont pas toujours raccord avec la majorité de la population. Oui, c'est tout à fait juste et tout à fait vrai ce que tu disais, Simon. Fabienne, tu veux peut-être rebondir sur ça ou oui, je te laisse la parole. Oui, merci. Oui, je veux rebondir là-dessus, mais ça montre bien. En fait, Simon met en évidence, sans le dire très clairement, que en fait, les associations peuvent se concurrencer entre elles.
Et c'est ça aussi qui est le fait de réfléchir à ce pourquoi une association existe, pourquoi elle se crée, pourquoi elle vit. C'est qu'il faut vraiment réfléchir au territoire sur lequel on est. Tout à l'heure, je vous entendais, et je crois que c'est Caroline qui parlait de territoire ou toi qui parlais de territoire. Il y a beaucoup de choses qui existent et à un moment donné, de trouver la niche, la complémentarité à amener et de ne pas se focaliser sur l'idée originale que la personne avait pour créer une association et puis aller foncer et puis se dire comment je fonctionne après. J'ai pas d'argent, je fais la même chose que l'association d'à côté, l'association du quartier un peu plus loin, etc. Et du coup, j'ai pas de financement. C'est ce que je disais, les collectivités, elles voient aussi ce que ça leur rapporte. Tu disais une image, mais c'est aussi, à un moment donné, quelle est la plus-value, quelle est la valeur ajoutée de l'association sur le territoire sur lequel elle travaille. Donc c'est tout ça, ce à quoi il faut réfléchir et qui fait en sorte qu'on va chercher des financements publics ou privés. C'est vraiment mettre en valeur le bien fondé de l'association. Alors, Zéro Déchet, on est vraiment dans cette mouvance-là, Coopalim aussi, les petites cantines, bien sûr, mais les centres socioculturels, ils ont fait un travail et ils font un travail sur les quartiers et ils permettent à des familles de se rencontrer. On parlait du lien tout à l'heure, vous parliez du lien tout à l'heure, c'est essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel cette année-ci, en 2020, avec le confinement, mais dans notre frénésie d'écran et de téléphone portable où on est aspiré, où on ne se parle plus que par le texto, par Snapchat et je ne sais pas tout quoi. Je suis trop vieille pour m'occuper de ça, mais c'est vrai que ce lien-là, il faut le recréer et ce sont des lieux comme les centres socioculturels où on peut recréer. Et donc, c'est absolument fondamental. Ok. Bah écoute, je te remercie Fabienne, donc directrice et conseillère juridique de la Maison des associations de Strasbourg. Alors ça fait 1 heure qu'on est tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu le temps passer ou si vous l'avez vu défiler. Bon, évidemment, pour toi Stéphanie, c'est un petit peu plus court puisque je t'ai fait apparaître en cours de route. Donc j'étais avec Simon de Zéro Déchet, Caroline du Centre socioculturel de la Cruteno, dit le Kardec, Stéphanie des petites et non grandes cantines et Amandine de Coopalim. Et donc nous étions pour notre 2e émission, le son des associations, sur la thématique de l'alimentation du futur. Je remercie évidemment Radio Arc-en-Ciel qui est notre partenaire et qui nous a permis d'enregistrer chez eux, et donc Fabienne qui est venue dans notre dernière partie sur les conseils aux associations. On se retrouve pour le mois de novembre avec notre prochaine thématique qui sera sur l'engagement associatif. Et alors pour ceux qui nous suivent, je sais que vous l'attendez et que vous savez ce qui va arriver, puisqu'en fait on va se dire au revoir sur le jingle des Whipper Circus, donc qui est une association membre de la Maison des associations, et donc c'est sur ces doux mots que nous finirons notre émission. Est-ce que vous êtes prêts ? Voilà, je vois tout le monde hocher de la tête, mais allons-y.